Ce qui me paraît extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte que l'Alliance avait été créée sous les empires. L'Empire chinois, euh, l'Empire du Tsar, enfin, il y avait l'Empire ottoman, etc. Donc on est né à une époque qu'on a totalement oubliée, qui appartiennent pour nous au cinéma. Et on a été créé par des gens qui portaient binocle, barbiche, guêtre, etc. Et on est aujourd'hui dans le monde du virtuel et du numérique. Et l'Alliance, au bout de 130 ans, non seulement elle est toujours là, non seulement elle a surmonté toutes les crises, les deux guerres mondiales, la décolonisation, la montée du communisme, sa chute, etc. Mais elle est toujours là, très vigoureuse, elle n'a jamais autant été. Sans doute parce que sa formule de départ avait quelque chose d'un peu visionnaire, un peu exceptionnel. C'était de la part de la France qui est tellement centralisatrice, tellement attachée à contrôler par l'État son action culturelle, c'était de confier à des étrangers le soin de faire connaître notre langue et notre culture et de, en fin de compte, de se débrouiller tout seul, par amitié pour la France et pour sa culture, pour faire vivre ces lieux de langue et de création. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire qu'elle soit... Moi, ça me surprend tous les jours. Je circule pas mal dans le réseau et de voir cette vitalité tout à fait moderne, enfin, qui n'a plus rien des traces, ou presque rien des traces de ses débuts, puisque le monde a tellement changé qu'on est maintenant ouvert à la diversité, aux échanges, etc. Et cette alliance a su, enfin, ce réseau mondial a su s'adapter merveilleusement, je trouve, depuis 130 ans. Moi, je pense que si on ne veut pas entrer vraiment dans l'histoire dès le début, parce que ce serait beaucoup trop long, je crois qu'il faudrait sans doute situer l'essor vraiment de l'Alliance française juste à l'après-guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un secrétaire général qui s'appelait Marc Blancpain à l'époque, qui a été président ensuite et qui est resté très longtemps à ce poste. On l'appelait le Hirohito de l'Alliance française, mais il était absolument formidable, avec beaucoup de dynamisme. Et il a lancé l'Alliance française dans une autre dimension. Il a fait construire partout, il a beaucoup circulé. C'était les 30 Glorieuses qui sont arrivées pour nous et un essor économique. C'était la grande époque des États-Unis, florissante, etc. Et je crois que cette phase-là de construction a été capitale. Après, il y a eu la crise pétrolière, des choses un peu difficiles. Et en fait, je crois que ce qui a marqué durablement l'Alliance, c'est la chute du mur de Berlin et la fin de l'apartheid. Pourquoi? Parce qu'à la chute du mur de Berlin, beaucoup de pays d'Europe de l'Est, d'Asie, se sont ouverts, qu'ils restent communistes ou pas d'ailleurs. Et on a pu créer, à partir de là, des alliances en Chine, en Russie, en Asie centrale, au Kazakhstan, en Mongolie, dans les Émirats. Eux, ils n'étaient pas liés au mur de Berlin, mais on a étendu vers l'Est, c'est-à-dire le réseau de l'Alliance, qui était d'abord implanté en Amérique, nord et sud, a pu se rééquilibrer vers l'Est, et ça a donné un dynamisme formidable à l'ensemble du maillage de ces alliances. Donc il y a eu ça, puis la fin de l'apartheid, c'était quand même... Bon, l'alliance était assez forte en Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud était totalement isolée du reste du continent, pour de très légitimes raisons. Et lorsqu'elle s'est ouverte, on s'est aperçu que c'était un moteur économique pour le reste de l'Afrique. Des échanges se sont développés entre pays anglophones et francophones. Une immigration francophone est venue en Afrique du Sud. Et des implantations économiques d'Afrique du Sud ont relancé ces échanges. Et on s'est développé aussi pas mal en Afrique. Et donc il y a eu une sorte de répartition beaucoup plus large des implantations des alliances. Et maintenant, on est à peu près partout. Il y a 136 pays. Et le dynamisme s'appuie, c'est une chance historique pour nous, sur tous les pays émergents, ce qu'on a appelé les BRICS. Moi, je constatais que dans les effectifs d'étudiants de l'année 2012, dans les 10 premiers pays pour nous, il y a 3 BRICS. Le Brésil, l'Inde et la Chine. Et les alliances, historiquement, sont installées dans ces pays, alors que les centres culturels ou les instituts français, dont j'ai eu la chance d'être aussi directeur une fois, sont plutôt installés en Europe et en Afrique, et un peu moins ailleurs, sauf au Japon par exemple. Enfin, en général, les alliances françaises, il y a 50 ans, se sont installées dans des pays qui maintenant deviennent les puissances économiques montantes. Donc elles sont portées par ce mouvement et elles connaissent un développement depuis 10 ans on a gagné plus de 50% d'effectifs en 10 ans. Alors la fondation de l'Alliance, elle s'est créée d'abord sur une idée simple, comme toujours, c'est que l'Alliance française à Paris, depuis 1883, avait elle-même beaucoup changé, et elle était devenue une école aussi, et une des plus grandes du monde. Il y avait quand même 15 à 20 000 étudiants par an sur ce site parisien. Et donc en fait, la direction générale de l'Alliance s'occupait beaucoup plus de l'école. Quand on a une PME avec 200 personnes, on s'en occupe beaucoup, plutôt que du réseau international. On était détourné de notre mission fondamentale. Donc on
on a séparé la partie internationale, revenant ainsi aux missions d'origine, s'occuper d'un réseau mondial, de l'association Paris, qui elle est restée l'école. Voilà. Donc la fondation existe depuis 2007, et on est une douzaine de personnes, mais on est totalement consacré au réseau international. L'école se gère très bien toute seule, elle a toujours beaucoup d'élèves, ça marche très bien. Ça a clarifié beaucoup les choses, et puis je crois que ça a fait connaître à nos amis de l'étranger peut-être un peu plus l'Alliance française. Sur une fondation, ça évoque pas mal de choses pour les anglo-saxons, les asiatiques, alors qu'une association loi 1901, qui nous est très spéciale, ça parle moins. Et je pense que depuis que la fondation existe, elle a pris une visibilité et une ampleur plus grande que par le passé. Elle a trouvé des mécènes, et puis elle s'occupe de ce réseau de manière acharnée, presque frénétique.